Donc, BCI, en partenariat avec Big Bang Factory, représenté avec nous cet après-midi par Marie et Julien. Merci à tous les deux. On va vous partager une opportunité unique, enfin, nous qui nous semble unique, celle de pouvoir comprendre et approcher le marché américain aux côtés d'entrepreneurs basés aux États-Unis. Alors, on a choisi cet après-midi de vous présenter donc le programme USA Expansion. On va vous faire un petit panorama au préalable du marché US. On va vous donner des clés d'entrée sur le marché. Mais ces clés d'entrée sur le marché, elles vous seront données surtout par ce programme USA Expansion. Alors, pourquoi rejoindre le programme US Expansion? D'abord, pour nous, selon nous, c'est une bonne opportunité pour vous d'améliorer votre compréhension du marché. C'est une opportunité pour vous de dédier un minimum de temps aux côtés d'entrepreneurs chevronnés pour vous apporter une méthode pragmatique pour analyser vos opportunités sur le marché. Vous allez voir aussi que ça va générer pour vous des éléments tangibles et palpables pour vous aider dans la décision d'y aller ou pas. Vous allez vous sentir mieux préparé, vous allez être mieux outillé pour réussir votre développement aux États-Unis et ainsi vous allez augmenter vos chances de succès d'expansion commerciale sur les États-Unis. C'est tout cela qu'on va voir cet après-midi durant ce webinaire. Alors, ce webinaire, Julien et Marie vont prendre la parole pour nous parler du programme et puis des différents services que l'on va vous proposer. Mais ce webinaire se veut interactif. On aimerait bien ne pas être les seuls à parler. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Vos micros sont actifs. Il vous suffit de les ouvrir quand bon vous semble pour prendre la parole, pour rebondir sur les propos que l'on va avoir au fur et à mesure du déroulé de ce webinaire et puis aussi pour partager vos expériences. Et à propos de partage d'expérience, nous aurons la chance aussi cet après-midi d'avoir avec nous Armel de la société Familéo qui va justement partager avec vous son expérience du marché USA. Donc, merci beaucoup à Armel de nous dédier du temps et d'être aussi avec nous cet après-midi. Donc, nos deux intervenants majeurs de cet après-midi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marie et Julien, donc, qui font partie de la société Big Bang Factory. Big Bang Factory, c'est l'un des prestataires agréés de BCI sur les États-Unis. Je vais les laisser se présenter un petit peu plus en détail ultérieurement. En ce qui concerne la présentation de BCI, je ne vais pas m'attarder. La majorité d'entre vous connaissez déjà nos services et tout l'accompagnement qui est à votre disposition. La présentation qui est faite cet après-midi là, sera en ligne sur BCI Info d'ici un jour ou deux, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Donc, pas de panique sur la prise de notes. Tout sera à votre disposition sur BCI Info. Je vous enverrai un petit mail avec le lien pour retrouver tout ça sur le site. Donc, notre équipe, des chargés d'affaires et des conseillers à l'international qui sont basés partout en Bretagne à votre proximité pour vous aider et vous accompagner dans votre développement à l'international. Encore une fois, je ne m'attarde pas sur ces différentes diapos. Je vais juste faire un petit focus. Juste Karen, est-ce que vous voyez une présentation ou pas? Parce que moi, je ne vois pas de présentation là. Merci, tu déroulais les slides. Même si, je déroulais effectivement les slides. Je me posais la question. Même si c'est extrêmement bien décrit, je ne voyais pas les slides. Oui, c'était assez clair, mais... Alors, forcément, ça n'aide pas. Et là, c'est mieux? Ah oui! Yes. Ah, formidable. Ben, c'était pourtant en partage tout à l'heure. Ah, mais c'est quand j'ai dû te passer la main, Julien, tout à l'heure. Ça a basculé sur toi. Autant pour moi. Donc, Julien et Marie de Big Bang Factory, je ne reviens pas là-dessus. Je passe rapidement sur les différentes diapos qui présentent nos services. Donc, comme je le disais, un petit focus simplement sur le nouvel outil que l'on a mis en place pour les adhérents de BCI. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent, évidemment, il est encore temps de rejoindre les 1000 adhérents de l'association. Je voudrais vous parler de Suppliers from Bretagne. C'est un e-catalogue, en fait, totalement gratuit pour les adhérents de BCI et c'est un outil extraordinaire pour vous de mettre en avant vos produits, vos services à destination des acheteurs étrangers.
On a énormément de retours pour l'instant sur les contacts qui peuvent se faire grâce à cette plateforme. Les acheteurs étrangers ont connaissance de cet outil et vont faire leurs courses, ni plus ni moins, sur Suppliers from Bretagne pour aller chercher, filière par filière, produit par produit, les fournisseurs bretons qui peuvent répondre à leurs besoins. Beaucoup de courants d'affaires se sont déclenchés depuis que cette plateforme est mise en ligne. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à vous y inscrire si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me contacter moi ou contacter votre chargé d'affaires pour vous aider à remplir la fiche profil qui est très simple, très ergonomique pour que votre profil soit ajouté au catalogue des fournisseurs bretons donc sur cette plateforme. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. On a beaucoup de choses à dire et pour ne pas mobiliser trop de temps, on va essayer de dédier 1 heure à ce webinaire. Donc, pourquoi on vous propose de faire des États-Unis votre terre d'expansion commerciale? Eh bien, on part du principe que si vous êtes une entreprise innovante, le programme USA Expansion va vous permettre, en étant accompagné individuellement par BCI et Big Bang Factory, de pointer les questions stratégiques déterminantes pour votre développement international aux USA. Donc, étape par étape, on va voir comment on vous propose de vous accompagner pour renforcer vos compétences stratégiques sur le marché US. Sur l'un des sujets de votre choix, vous allez voir, on va vous proposer différentes briques d'accompagnement que vous pourrez choisir parmi un catalogue. Et tout ça, évidemment, en fonction de votre maturité sur le marché. Je te laisse la main, si tu veux, Julien. Ouais, avec plaisir. Est-ce que vous voyez ma slide, une équipe dans le bobsleigh? Oui. Oui. Ok. Yes, on la voit. Bon, super. T'es Armel, t'es frontline. C'est toi là avec le petit regard qui tourne vers la droite, c'est ça? Ouais, mais je le connais, je la connais cette image. Allez, on se renouvelle. Ouais. Super. Alors, donc aujourd'hui, bienvenue à tous. Ravi de vous rencontrer, même virtuellement. Donc, là, ce qu'on vous propose, c'est très rapidement vous présenter Big Bang Factory, un peu l'équipe et puis notre façon de travailler, les quelques succès qu'on a rencontrés sur des missions plus ou moins longues. Notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs aux États-Unis. Et il se trouve qu'on a aidé par le passé une région sur un programme assez original qui mixe le collectif, comme on est en train de faire, et l'individuel. Et cette formule a extrêmement bien fonctionné, on va vous en parler, mais c'est pour ça qu'on avait envie de la présenter aux entrepreneurs de la région Bretagne, parce qu'on pense que c'est une région qui est hyper dynamique et avec quelques entrepreneurs qui ont déjà traversé l'Atlantique. Donc ravi de vous avoir. Et ensuite, une fois qu'on vous aura dit tout ça, on va avoir un témoignage d'Armel qui nous fait le plaisir de se joindre à nous ce matin pour vous partager un petit retour d'expérience déjà de cette conquête de l'Ouest. Ensuite, on vous donnera quelques conseils pratico-pratiques des erreurs à surtout pas faire. Et c'est probablement des questions que vous posez avant de terminer sur effectivement le détail de ce programme et pourquoi on l'a structuré, comment on l'a structuré pour que ce soit le plus pratico-pratique possible. Voilà. Peut-être Marie, je te laisse la main sur Big Bang Factory. OK. Donc, Big Bang Factory, c'est avant tout une équipe. Notre volonté, c'était vraiment d'être une équipe d'entrepreneurs qui sont passés par les mêmes étapes que vous et qui souhaitent vous accompagner. On a créé Big Bang Factory avec Julien et Xavier en 2018. Xavier, donc lui, il a créé 7 sociétés. Il a eu 4 exits. Pour ma part, moi, j'en suis à ma 3e société. J'ai notamment cofondé French Tech Hub, qui était le plus gros accélérateur de sociétés françaises aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis cofondatrice de Avatar Medical, une société MedTech qui propose des logiciels de visualisation d'imagerie médicale en parallèle de Big Bang Factory. Et Julien, peut-être je te laisse te présenter quand même. Donc moi, je suis le régional de l'étape parce que donc je suis né effectivement en Bretagne
Et je voulais le dire, mais ça fait 4 ans effectivement que je suis installé aux États-Unis et j'ai fait plutôt de l'investissement avant dans des startups pendant 6 ans et les dernières années consacrées à faire du marketing et de la vente pour des boîtes tech européennes et pas que, qui se développent aux États-Unis. Voilà, parce que j'étais de l'autre côté de la barrière en tant qu'acheteur de consultant, de tout ce qu'on veut pour aider les boîtes de mon portefeuille à se développer aux États-Unis. Et j'étais hyper frustré des offres qui étaient des jolis slides et pas très pratiques terrain. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de créer Big Bang. Donc ravi d'être là ce matin. Ouais, donc peut-être, juste pour finir, Big Bang, donc on est une équipe, on est aussi localisé sur les 2 côtes aux États-Unis, puisqu'on a une présence à la fois en Silicon Valley et à New York. On a une méthodologie qu'on a affinée depuis 10 ans qui est vraiment basée sur à la fois poser des hypothèses stratégiques et très vite aller les valider sur le terrain en discutant avec des acheteurs potentiels. Et donc, on base nos préconisations sur de la donnée et pas, enfin, de la donnée réelle et tangible qu'on est allé chercher. Et notre particularité aussi, c'est que pour chaque projet, on analyse les besoins de la société et on va chercher, si besoin, des consultants externes ultra pointus dans votre domaine qui vont juste amener l'expertise nécessaire, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension de votre industrie et de votre problématique. Voilà, en quelques mots. Donc, pour passer rapidement sur les gens qui disent pas trop du mal de nous, donc ça fait, comme Marie disait, hein, ça fait avec French Tech Up, ça fait 10 ans en fait que Marie et Xavier font cette activité. Moi, je les ai rejoints du coup pour créer Big Bang il y a 4 ans. Donc, on a ensemble cumulé plus de 300 références d'entrepreneurs européens qui se développent aux US. On a eu la chance d'avoir quelques jolies boîtes bretonnes. On en a surligné quelques-unes. Donc, il y a eu Quabble, il y a eu Walix, qui sont des noms probablement que vous connaissez. Phoenix, et je ne présente plus évidemment l'innommable Familéo, qui est en train d'inonder le marché avec ses petites gazettes. Donc voilà, on a déjà un ancrage un petit peu breton et on a envie de le dupliquer. On bosse très bien avec Braze America, qui est porté par Charles Kergavarat, qui est une initiative franco-américaine, parce que Charles était plutôt une belle empreinte personnelle et professionnelle aux États-Unis. Donc voilà, en tout cas, on est connecté un petit peu à l'écosystème et on a envie de le renforcer. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Alors, rapidement, avant de donner la parole à Armelle, ce qu'on voulait juste vous dire, c'est que ce programme qu'on vous présente là, c'est un programme qu'on a ajusté par rapport à un programme qu'on a déjà réalisé, comme je disais tout à l'heure, avec une région dans le sud de la France qui s'appelle Rising Sud. Et c'est un programme qu'on a mené depuis 2019 avec eux. Donc ça fait la 3e année d'affilée. C'est 44 sociétés qui ont été accompagnées sous cette forme. Et il y a 100% des gens, des entrepreneurs du programme qui le recommandent. Donc ça, c'est déjà notre super bonne note à nous. Et la deuxième super bonne note, c'est qu'il y a 93% qui considèrent que le programme a atteint ou dépassé leurs attentes. Et donc pour nous, c'est pareil, c'est quelque part, c'est la seule métrique de succès qu'on peut s'approprier et elle fait plaisir et c'est pour ça qu'on a l'intime conviction que le mix collectif individuel il marche. Voilà. Je vous laisserai aller sur notre chaîne YouTube si vous voulez. Il y a quelques millions de followers déjà pour écouter les témoignages des sociétés qui disent du bien de ce programme. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai le plaisir d'accueillir Armelle, cofondateur de Familéo, qui va vous raconter un petit peu son aventure, les prémices de son aventure américaine, parce que c'est tout récent. Donc Armelle, je te laisse le micro pour peut-être te présenter et présenter Familéo en 2 minutes. Yes, bonjour à tous. Bonjour Armelle, merci Julien pour la magnifique introduction. Alors effectivement, je suis l'un des 2 associés cofondateurs de Familéo. Familéo est une société malouine basée juste à côté du quai du Gué-Trouin où il y a une semaine, vous aviez 138 bateaux qui allaient s'élancer vers la Guadeloupe. Voilà, pour certains, ça évoque des choses. Donc on a la chance d'être breton, d'être malouin et donc
de bénéficier d'un réseau formidable, effectivement mené de main de maître par BCI, mais pas que, et voilà, et donc d'avoir un écosystème qui nous donne des ailes et qui nous donne envie d'aller un petit peu plus loin que nos côtes bretonnes, que la France, que l'Europe, et en l'occurrence, qui nous a donné envie d'aller aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, on est à environ 60 salariés. Familéo, c'est un réseau social dont l'objectif est de recréer du lien entre des jeunes générations ultra connectées qui ne savent plus écrire de lettres ou de cartes postales et des grands-parents qui aimeraient recevoir ces preuves d'amour sur un support qu'ils maîtrisent, en l'occurrence une gazette papier, un petit journal imprimé. Donc on a une boîte à peu près tech quand même. On fait, voilà, enfin, si je dis pas qu'on est tech, mais nos développeurs nous assassinent, donc on est une boîte tech. Mais on n'est pas que tech, on est aussi une société qui voilà, a fait ce petit journal qui recrée du lien entre les générations. Alors l'aventure française, elle a commencé en 2015 en B2B au sein des maisons de retraite, puis en B2C au sein voilà, avec les particuliers. Donc on a deux modèles économiques. Les maisons de retraite souscrivent à Familéo et l'offrent gratuitement aux familles. Le but, c'est de recréer du lien entre les familles et les résidents parce que les directeurs, les directrices d'établissement estiment que c'est un des piliers du bien-être personnel de leurs résidents. Donc ça recrée une envie de vivre, ça stimule la mémoire cognitive, bref, ça a plein de vertus, notamment sur Alzheimer. Et puis, d'un autre côté un peu plus ludique, je dirais, pour les particuliers, eh bien, on est tout simplement sur un moyen de communication entre les générations et qui apporte aussi beaucoup de bonheur aux grands-parents, mais aux familles en général. Voilà, alors peut-être partir maintenant sur la partie US. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Ouais, exactement. En gros, merci pour l'intro. Alors, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots où tu en es justement de cette expansion US? Ouais, alors bon, faut être. Alors la première chose qu'on apprend ici en arrivant, c'est d'être humble. On est au début. Moi, je suis basé à Boston. J'ai deux salariés qui m'ont rejoint. Je suis arrivé il y a 2 mois, hein, il y a 3 mois, il y a 3 mois. Et on s'est vraiment mis à bosser il y a que 2 mois. Alors avant ça, on a quand même fait pas mal de choses. Effectivement, on a tout d'abord été lauréat Brads America. Julien le mentionnait. C'est un prix qui nous a permis de passer 15 jours à New York, de travailler avec des fonds d'investissement, de challenger notre offre, de rencontrer beaucoup de monde, surtout rencontrer des Américains qui ne sont pas là pour nous faire plaisir et qui ont, je dirais, véritablement pris le temps de comprendre notre produit et d'essayer de se projeter sur un usage aux États-Unis. On a suite à ça eu donc voilà un certain nombre de signaux faibles, mais des signaux plutôt positifs qui nous alertent déjà sur le fait que ça ne sera pas si simple. Que s'implanter aux États-Unis, c'est pas qu'une histoire d'offres, c'est aussi beaucoup d'énergie et c'est aussi rentrer dans un schéma qui n'est pas du tout le schéma qu'on connaît. C'est pas notre schéma français, voire européen. On est sur un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une faculté d'adaptation et être prêt à passer du temps à souffrir un peu. Et c'est mon cas en ce moment. On a été accompagné, voilà, bon, je ne vais pas faire la pub pour Big Bang Factory, mais un peu quand même. Fais pas. Qui nous a aidé un peu à structurer notre offre. En fait, là aussi, l'objectif, c'était d'avoir des preuves matérielles, comme on dit à l'armée, le terrain commande. Et donc, il faut avoir des preuves qui viennent du terrain. Et c'est uniquement ça qui fait foi. Alors après, il faut savoir bien les identifier. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'aux États-Unis, le référentiel entre le fantastique, amazing, ou c'est nul, ou it's just interesting, est compliqué à comprendre pour un Français, puisque voilà, tout est amazing, tout est fantastique, et donc il faut savoir lire entre les lignes. Donc ne vous faites pas avoir, on se fait tous avoir. Ce qu'il faut, c'est poser les bonnes questions. Et là-dessus, effectivement, Julien nous a aidé à poser les bonnes questions pour avoir des retours tangibles et exploitables, et non pas simplement des retours de gens dans la rue qui veulent vous faire plaisir. On a fait pas mal de voyages réguliers aussi pour bien comprendre le marché US. On a essayé de prendre l'avion régulièrement. On a aussi fait un
un concours, on a été incubé dans le Kentucky. Alors ça aussi, ça a été un des facteurs prédominants pour notre implantation aux États-Unis. On a répondu à un concours un peu par hasard qu'on a vu sur Internet d'un incubateur qui travaille avec des groupes de maisons de retraite qui était basé donc à Louisville, capitale du Kentucky, comme chacun sait. Et en fait, on a gagné ce concours. C'était sur le lien social, comment on va permettre voilà, aux maisons de retraite de recréer du lien entre les familles et leurs résidents. Et pendant 1 an et demi, ils nous ont accompagnés. Ils ont fait une étude sur Familéo au sein de plusieurs maisons de retraite. On a été implanté au sein de maisons de retraite. Donc, on a eu tout de suite des preuves de terrain et des preuves d'usage. Et ça, c'était très important puisque c'était la vérité. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas des gens qui nous disaient ça pour nous faire plaisir. On avait des gens qui utilisaient vraiment la solution et qui nous faisaient des feedbacks dessus. Voilà, en gros, c'est avec tous ces signaux plus ou moins faibles qu'on a décidé de s'implanter aux États-Unis. Et là, eh bien, je dirais, le show peut commencer. Et effectivement, oui, c'est une formidable expérience. C'est très excitant. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça nous apprend une certaine humilité puisque j'ai le sentiment, moi, de recommencer à zéro. Voilà, je suis l'un des 2 associés, comme je vous le disais. Tanguy est resté à Saint-Malo, il gère toute l'équipe. Alors moi, je fais beaucoup d'allers-retours et je fais beaucoup d'échanges par téléphone. Mais ça y est, je suis dans un staff, un open staff, un open space. Je suis avec, voilà, je vous le disais, avec 2 collaboratrices et puis je fais des salons. Personne ne m'attend, personne ne connaît Familéo. On est vraiment au tout début. Et donc, il faut avoir en tête que ce n'est pas si simple et que ça va prendre du temps. Et ça va prendre de l'argent aussi. Donc voilà, j'espère que dans quelques années, je pourrai vous dire que ça sera un grand succès. Mais pour l'instant, je rame. Mais c'est normal, et tout le monde le fait. Et un autre point aussi très important, il y a beaucoup de Français aux États-Unis et qui vous disent tous la même chose, c'est que c'est dur. En fait, le message que je veux faire passer par là, mais ça fait un peu vieux, mec qui connaît bien, alors j'y connais pas grand-chose, encore une fois, vous l'avez compris, je viens d'arriver. Mais les Américains ne nous attendent pas. Être français n'est pas un avantage, c'est pas forcément un inconvénient, mais voilà, c'est pas un avantage. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester une boîte franco-française, il faut qu'on devienne une boîte américaine. Donc il faut embaucher des Américains, ça c'est pas simple. Et voilà, globalement. Est-ce que tu peux nous dire combien d'établissements impriment les gazettes aujourd'hui aux États-Unis? On a un peu plus d'une centaine d'établissements clients, 4500 familles, donc ça fonctionne. On a la conviction qu'on répond encore une fois à un vrai besoin, donc oui, ça fonctionne, mais c'est lent. On avait commencé il y a 1 an à distance, en remote. Voilà, on répond à une vraie problématique, ça on ne s'était pas trompé. On n'a aucun doute là-dessus. Notre doute, c'est la capacité d'exécution. Voilà, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il ne suffit pas d'avoir un bon produit. Mais ça, c'est valable pour tous les chefs d'entreprise, hein, que vous soyez en France ou pas. Vous avez plein de gens qui ont des idées formidables et qui seront incapables de les mettre en œuvre. Eh bien, aux États-Unis, c'est la même chose, mais un peu plus dur. Parce qu'en plus, vous ne connaissez pas les codes. Et donc, quand même, moi, je reviens pas sur mon titre Success Stories, parce qu'effectivement, comme tu le dis, 100 clients aujourd'hui payeurs, c'est un marché de 40 000 clients potentiels, et on parle que on va dire une petite partie de ce que vous pouvez adresser, en tout cas en B2B. Donc, 100 clients avec le même use case, qui achètent pour les mêmes raisons. Donc, ce facteur de répétabilité, là, il est super important, comme disait Armelle. Donc, moi, je suis vraiment fier de ce que vous avez fait. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur. Si peut-être pour conclure, Armelle, tu as 2 conseils que tu aimerais que les entrepreneurs là, tu vois, s'approprient pour cette question des États-Unis, c'est quoi? Le premier conseil, c'est allez-y. C'est allez-y en vacances, enfin pas en vacances, pardon, mais en défrichage. Non, mais je veux dire en exploration, pardon, c'est fondamental.
rencontrer des Français sur place. Il y a plein de Français aux États-Unis, en fait. Nous, on a, voilà, il y en a plein. Il y a énormément de boîtes. Moi, je suis basé à Boston. Voilà, il y a plein d'exemples. Il y a Klaxoon. Vous auriez pu demander à Klaxoon aussi d'intervenir, hein, qui est largement en avance par rapport à nous, qui est breton. Vous avez du monde et ces gens-là peuvent vous donner des conseils parce que on peut vite se retrouver très seul et se perdre un peu. Encore une fois, hein, l'exemple que je donne souvent là, c'est notre arrivée aux États-Unis. Moi, je suis arrivé en famille, que ce soit pour avoir le numéro de sécurité sociale, ouvrir une ligne téléphonique, avoir le permis de conduire, sa maison, le bail, l'assurance, tout est compliqué. Rien n'est identique à ce qu'on fait en France. On se noie là-dedans, c'est stressant. Et donc, avoir été accompagné et avoir des gens sur lesquels on peut un peu s'appuyer pour avoir des bons retours, des conseils, c'est important. Et aussi, je pense, un autre sujet peut-être, Julien, juste avant, c'est d'un point de vue tout ce qui est fiscal, tout ce qui est, voilà, vous allez être confronté aux problématiques de visa, voilà, de salaire et compagnie. Voyez des boîtes locales implantées aux États-Unis. On a fait l'erreur de travailler à un moment sur la partie purement fiscale ou autre, bref, avec des boîtes implantées en France. Tout est plus compliqué pour des Français basés en France. Tout est plus simple pour des Français basés aux États-Unis. Ok. Bon, bah top. On te laisse commencer ta journée avec Ouais, les merci. salons. Merci Armel. Merci beaucoup beaucoup, Armel. d'être venu. Un plaisir et puis Bonne journée, vraiment, wish you the best. Vraiment. Et À voilà, plus. ceux qui veulent, et ceux qui ont besoin, qui veulent échanger ou autre, n'hésitez pas. On peut, voilà, on peut me Trop contacter. sympa. Merci LinkedIn. beaucoup, Armel. Salut. Ouais, merci à À tous. plus. Bonne journée. Au revoir. Bon, bah top. Alors, on enchaîne. Donc là, on va vous donner quelques anecdotes pour renforcer un peu le message d'Armel et puis les erreurs, les écueils dans lesquels souvent les entrepreneurs, je dis bien européens, tombent parce que c'est quand même un tronc commun. Donc, Marie, je te laisse la parole sur cette première slide. Oui, en fait, la première des erreurs que font beaucoup de sociétés françaises, c'est de ne pas avoir une stratégie claire et un focus clair quand ils vont aux États-Unis. En fait, en France, le marché est beaucoup plus petit. Donc, c'est beaucoup plus simple quand on est une société avec une solution technique un peu transversale, de se dire bah, je vais adresser le marché des télécoms, de la finance, parce que tout est assez rapproché. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas. Parce que déjà le marché est beaucoup plus épars, beaucoup plus profond et par ailleurs la concurrence est beaucoup plus rude. Donc si vous n'avez pas un message qui est clair et si les gens ne comprennent pas très vite ce que vous proposez, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc par exemple, on avait accompagné une société qui faisait du master data management en France, donc, qui est gestion des données, qu'ils appliquaient à la finance, à tout un tas de fonctions support dans l'entreprise. Quand ils sont allés aux États-Unis, ils y sont allés avec une solution qui faisait de la gestion de données dans le cadre d'une nouvelle norme comptable qui était obligatoire aux États-Unis une année après leur arrivée. Donc voilà, ultra focus avec une offre ultra précise et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'implanter aux États-Unis. Et puis je dirais que c'est anecdotique, mais on a coutume de dire qu'en France, plus vous avez d'options sur votre produit et plus vous vendez, ben aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est moins vous avez d'options et plus vous vendez. Donc c'est encore pour renforcer ce côté focus, il faut se concentrer sur un problème et on répond à un problème précis. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Celui-là, elle est marrante parce que Armel vient d'en parler. Hein. Voilà. Quand vous arrivez aux États-Unis, il ne faut pas vous dire je prends un vendeur américain et puis je lui dis de faire exactement pareil que la France. Non, quand on arrive aux États-Unis, comme il disait, il faut tout remettre en question. C'est comme si vous démarriez votre société et donc il faut revoir toutes vos hypothèses. Donc là, on a eu l'exemple d'Armel, mais encore lui, il n'a pas trop eu besoin de changer son offre. Mais il y a des sociétés, par exemple, on avait accompagné une société qui faisait un logiciel de gestion pour les associations, pour les lois 1901, qui fonctionnait très bien en France. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis,
Ils se sont rendus compte que, les associations là-bas étaient beaucoup plus structurées qu'en France, avec beaucoup plus de moyens, donc avaient besoin d'un outil beaucoup plus performant que ce qu'eux pouvaient proposer. Et leur force, c'était la comptabilité. Or, aux États-Unis, il y a un logiciel de comptabilité qui s'appelle QuickBooks, qui est très, très répandu dans le monde des non-profits, et donc contre lequel ils ne pouvaient pas être en concurrence. Donc, ça les a obligés à complètement changer leur offre pour pouvoir aborder ce marché américain. Voilà, donc vraiment, y allez-y, comme disait Armelle, avec beaucoup d'humilité, en étant prêt à revoir votre produit, votre stratégie, votre manière d'aborder le marché. Troisième erreur, c'est sous-investir en marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on a une approche assez relationnelle du business. C'est-à-dire que pour faire du business avec quelqu'un, il faut le connaître. D'ailleurs, dans toutes les présentations françaises, on commence par la présentation de la société, on explique quand est-ce qu'on a été créé, le chiffre d'affaires, etc. Et ce qui fait qu'après, qu'une fois qu'on connaît la personne, on a tendance à un petit peu adapter le produit en fonction des besoins de la personne. Donc, le commercial est beaucoup plus important que le marketing en France. Ça se fait personne à personne. Aux États-Unis, c'est différent. Ils ont une approche très transactionnelle du business. C'est-à-dire qu'avant de vouloir vous connaître, ils veulent s'assurer que vous répondez à une problématique qu'ils ont. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'investir dans le marketing pour que les personnes, très rapidement, puissent identifier si vous avez une offre capable de répondre à un problème. Et une fois qu'elles auront compris ça, elles seront prêtes à vous connaître et à vous rencontrer et aller dans l'approche sociale. Une autre aussi différence entre la France et les États-Unis, c'est que la France, on est un peu un pays d'ingénieurs et on aime bien raconter le côté technique, montrer qu'il y a du développement de la science derrière, quitte à parfois oublier à quoi ça sert dans le marketing. Et on avait un exemple comme ça d'une société qui proposait des compléments nutritionnels en France. Et tout leur marketing était basé sur la science et les molécules, alors qu'ils vendaient ça à des diététiciens. Et en fait, c'était absolument pas compréhensible aux États-Unis. Donc, on les a aidés à transformer toute leur approche marketing et à viser un segment de marché, là encore, qui était les femmes de plus de 50 ans et à expliquer pourquoi, pour elles, ça allait les aider pour passer la ménopause. Donc, j'enchaîne avec une quatrième erreur qui est assez commune aussi, qu'on a constatée, c'est le customer support. Et en fait, les États-Unis, c'est vraiment le pays du service et de l'expérience client. Alors, pour celles et ceux qui ont la chance de voyager, je raconte souvent cette anecdote, mais quand vous allez au restaurant, si votre plat il arrive froid, sans compter qu'ils vous le reprennent tout de suite, c'est pas question. Et en général, ils vous offrent le dessert ou ils vous font pas payer le plat. Enfin, c'est très commun que ça arrive. C'est pour vous dire à quel point l'expérience client, elle est roi. Les tips, ils sont déjà intégrés sur la note. Donc, tout est vraiment organisé pour un service XXL. Et vraiment, le message, c'est le client est roi. Et donc, du coup, quand on essaie de tester les États-Unis avec des équipes en France, nous, on n'est pas contre. Par contre, il faut absolument s'organiser en interne pour que les équipes soient disponibles au moins sur le fuseau horaire des clients. Parce que quand ils posent une question, il faut que ce soit du real time. Et quand on est en train de tester, on ne peut pas prendre la question et puis revenir vers eux le lendemain ou le surlendemain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le petit point d'attention, c'est OK pour tester à distance, mais en tout cas, la partie customer support pour les questions techniques & co, il faut que ce soit des gens qui sont sur le fuseau. Et je parle du fuseau, ça peut être donc 9 heures d'écart avec la côte ouest par rapport à vous, ou 6 heures par rapport à New York. Donc, il faut au moins prévoir une capacité à aller 9 heures d'écart dans votre réactivité. Donc, du coup, dans les équipes, donc ça veut dire des équipes qui vont travailler de nuit. Enfin, ça a des conséquences. Donc, il ne faut pas rigoler là-dessus parce que sinon, ça va biaiser votre test. Et le dernier point, donc Armelle l'a dit, Marie l'a dit, les personnes, le recrutement, c'est tellement dur. On est tellement personnes quand on arrive aux États-Unis que pour convaincre les gens de rejoindre la société, c'est toujours un exercice hyper compliqué. À titre d'exemple, nous, ce qu'on avait fait en tant qu'investisseurs, quand on avait des boîtes qui partaient aux États-Unis, on avait en général la stratégie de recruter des head of sales tout de suite. Parce qu'on voulait s'acheter quelqu'un avec un réseau pour gagner du temps.
sur les meetings qu'on va générer et tout. Et en fait, la bêtise de ça, c'est que, donc oui, on a fait des meetings. Oui, il y a eu un petit peu de chiffre d'affaires qui a été généré. C'est quelqu'un qui coûte très très cher, hein. C'est des profils, pour vous donner des ordres d'idée. Un head of sales d'une solution B2B avec un panier moyen de je sais pas, 50 000 dollars par an, c'est vite 200, 250, 300 000 dollars de salaire. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont conséquents. Et en fait, la connerie, c'est qu'il va faire bosser son réseau. Donc, on ne va pas remettre en question le marketing, le playbook, la proposition de valeur et tout. On va générer du chiffre. Donc, déjà, on va se mettre dans le dur par rapport aux équipes en France. Mais surtout, comme on va lui proposer 1000 dollars de plus par mois, le système aux États-Unis, l'employé, il est vraiment, il a une capacité de bouger très, très vite. Donc, du coup, on perd ce profil. Et en fait, en regardant et en analysant les ventes, on se rend compte qu'il a fait bosser ses potes. Donc on lui a payé une commission pour le chiffre d'affaires qu'il a généré. Et il n'y avait rien de répétable. Donc au sens répétable, c'est une même typologie de client, un même persona qui répond à un problème et qui couvre et qui génère tel bénéfice. Donc du chiffre d'affaires aux États-Unis sur 10 clients différents, mais qui n'ont pas le même use case, ça a beaucoup moins de valeur que du chiffre d'affaires sur 3 clients identiques qui sont sur le même use case. Et donc, ce que je veux dire, c'est attention au recrutement et des profils hyper sexy qui vont très très bien se vendre parce que c'est souvent des gens qui vont faire bosser leur réseau pour commencer, qui n'ont pas nécessairement les mêmes use cases et du coup, c'est risqué pour nous. Donc nous, ce qu'on conseille souvent, c'est d'être en shadow pendant 2-3 mois, vous, entrepreneur ou votre meilleur sales, qui va se mettre en shadow d'un recrutement que vous allez pouvoir faire, quelqu'un qui a le réseau du type de client qui vous intéresse. Et votre objectif, c'est pas de vendre, mais c'est vraiment de comprendre et d'analyser les techniques de vente, le profil, comment les questions qui sont posées. Et du coup, vous allez affiner votre playbook people. Et du coup, vous aurez un meilleur portrait robot de quelle typologie de personnes il faut recruter. Voilà ce que je peux vous dire sur les erreurs classiques. Peut-être à rajouter, les Américains sont moins multitâches, entre guillemets, que les Français. Donc en France, on cherche toujours des technico-commerciales ou des ingénieurs commerciaux. En fait, ça n'existe pas aux États-Unis. Soit vous avez le commercial qui finalement a très peu de compétences techniques, il est commercial, et vous avez l'ingénieur qui, lui, va avoir très peu de compétences commerciales. Donc souvent, en fait, là où vous avez une personne en France, il faut en recruter 2 aux États-Unis. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre parce que sinon, vous allez passer des mois et des mois à essayer de trouver le profil qui n'existe pas aux États-Unis. Et de la même manière, il ne faut pas sous-estimer la problématique culturelle France-États-Unis. Donc, si vous prenez un Américain qui n'a pas de passeport, qui n'a jamais voyagé, qui ne comprend pas que vous ne compreniez pas, parce que pour lui, tout le monde pense comme lui, vous allez avoir des problèmes de communication très importants. Et ça, on le voit tout le temps, où les Français disent « mais mon commercial, il est bête, il ne comprend rien ». Et le commercial, il dit « mais les Français, j'ai beau leur expliquer, ils ne changent rien au produit ». Et en fait, vous êtes dans une problématique de communication interculturelle. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que vous ayez conscience de ça. Donc, soit effectivement, vous allez aux États-Unis, vous faites ce que fait Armel maintenant, vous essayez de vous confronter à la culture pour faire un pas vers eux, soit, et vous prenez quelqu'un dont les parents sont européens ou qui a voyagé, vous avez plein de profils comme ça, parce que ce sera quelqu'un qui comprendra mieux vos problématiques de départ. Alors, déjà peut-être avant de passer sur la phase programme et vous donner quelques exemples de livrables qu'on veut fournir sur ce programme, est-ce que vous avez des questions? Parce que pour l'instant, c'était pas très interactif quand même. On a beaucoup parlé, donc leave the mic, comme on dit. Je crois qu'il y a David qui voulait. Oui, bonjour. David Assous, Oxus. Donc nous, juste pour présenter rapidement, on est implanté aux États-Unis via un réseau de distribution. Donc l'objectif, en tout cas de ma participation, c'est d'étudier la possibilité d'ouvrir un vrai bureau commercial propre. Donc je retrouve quelques similitudes par rapport à la façon de vendre aux US et l'équipe commerciale qu'on a aujourd'hui chez notre distributeur qui cherche qu'à vendre et qui s'intéresse très peu à la technique et à toutes les problématiques, on va dire. C'est bizarre parce que du coup, il s'intéresse très peu à la partie
service customer ou même répondre aux besoins du client. Ils cherchent vraiment qu'à vendre. Et là, on sent bien qu'il y a une limitation au niveau support technique, différente de ce qu'on fait en France ou partout ailleurs en Europe. Hein. Nous, aujourd'hui, Oxus, on fait 70% à l'export de chiffre d'affaires. Donc, le but, là, c'est vraiment d'augmenter les sales aux US parce qu'on sait que c'est un marché qui est très porteur sur notre activité. Donc voilà, c'était un petit peu, voilà, on a déjà une expérience aux US via le réseau de distribution, on y va très régulièrement, mais on se pose la question de savoir si dans les prochaines années, ce ne serait pas plus intéressant, peut-être dès l'année prochaine, d'ouvrir un bureau commercial aux États-Unis, voire deux, pour couvrir la côte ouest et la côte est. Vous pouvez peut-être juste brièvement, David, d'expliquer dans quel domaine d'activité vous êtes pour les autres participants? On est fabricant de lasers visibles pour des applications plutôt médicales, pour tout ce qui va être microscopie, imagerie. Donc, nos principaux clients sont soit des fabricants de systèmes pour de l'analyse médicale, soit des fabricants de microscopes. Ok. On a plein de choses à dire. Merci David pour le témoignage. On a plein de choses à dire sur la distribution indirecte aux États-Unis. Et c'est génial parce que ça peut être des vrais accélérateurs. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est des gens qui sont très money-driven. Leur métier, c'est de vendre. Et du coup, pour tout ce qui est affiner les messages, la proposition de valeur, l'unicité, ce ne sera pas le bon partenaire. Et du coup, vous déléguez ce customer facing à un tiers. Et ça, c'est dangereux pour commencer. Donc, on pourra en parler, mais c'est ravi d'avoir ce retour d'expérience. On a travaillé avec beaucoup de sociétés dans le laser, hein, donc, notamment Amplitude à leur tout début. C'était French Tech Hub. Donc là aussi, on peut. Là, on voit qu'on a fait un peu le plafond de verre, quoi, en fait. Là, souvent, les sociétés de laser démarrent avec les distributeurs et après, effectivement, il y a besoin de reprendre en main la stratégie commerciale, le support, etc. D'accord, très bien, merci. Merci David. Amanda, on vous laisse la parole. Oui, alors moi, juste pour le dire, je suis d'origine américaine et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur les différences culturelles. Donc, moi, j'ai une toute petite entreprise. Je n'ai même pas encore commencé à vendre mon produit parce que c'est des parfums qui sont en cours de développement. Et moi, donc je ne vais pas ouvrir un bureau aux États-Unis. J'ai aucun salarié. Mais je voulais savoir si ça existe, par exemple, des commerciaux multicartes indépendants auxquels je pourrais confier la prospection pour trouver des revendeurs aux États-Unis. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Vos parfums, vous voulez les vendre à des consommateurs finaux ou quel est le modèle? Alors, il y aura, dans un premier temps, je vais démarcher des boutiques. Donc, c'est vraiment tout petit, mais j'ai repéré plein de boutiques aux États-Unis et en France aussi que je souhaiterais démarcher. Mais je me demande si, peut-être à terme, si ça marche bien, ou peut-être pour me donner un coup de pouce au départ, j'aurais peut-être besoin d'aide d'un professionnel de la vente, parce que moi, avant, j'étais traductrice, c'est pas du tout mon métier d'être commercial. Je dirais qu'avant le commercial, la problématique dans le cosmétique, c'est beaucoup le marketing. Et donc, c'est d'arriver à créer une marque qui évoque... Ça, ouais, le marketing, ça je me suis bien entourée. Donc, au niveau de la présentation de la marque, normalement, ça devrait bien se passer, mais c'est vraiment trouver les revendeurs, quoi. Oui, je pense qu'il y a des multicartes, hein, c'est des profils qui existent. Après, bon, bien sûr, il faut identifier les bons. Voilà, c'est ça. Le terme, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais. J'ai beau être d'origine américaine, je n'ai pas ces notions. Moi, j'ai passé ma vie d'adulte en France, donc c'est des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des profils comme ça et on pourra en discuter avec plaisir, Amanda. Ok.
On Merci. organisera une visio, Amanda, si vous voulez, après le webinaire, enfin, très rapidement pour qu'on puisse vraiment vous conseiller sur votre projet particulier. Il y a Anne qui rebondit sur votre témoignage qui dit que le VIE à temps partagé pour débuter pourrait être une solution. Julien, Marie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, certainement, c'est une solution. Est-ce que c'est la meilleure pour vous dans votre cas? Encore une fois, on pourra discuter de tout ça après le webinaire. Merci en tout cas pour vos témoignages. Est-ce que Karen, tu veux bien revenir sur ta présentation, sur le programme? Et comme ça, moi, on fera des exemples de livrables. Je pense que dans ce sens-là, ce sera plus concret. Exactement, oui. On partage un peu de quoi on parle depuis tout à l'heure. C'est bon pour vous là, Ouais, super. Donc, step by step, voilà les différentes étapes du programme donc, que l'on vous propose. Donc, ce webinaire, hein, c'était l'étape 1 pour vous cadrer le projet, ce que l'on vous propose. Et puis, au-delà, comme c'est indiqué sur cette diapo, au-delà de favoriser le partage d'expérience et de collaboration, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner collectivement, dans cette première étape, une information opérationnelle du marché pour réussir votre développement. Là, on est dans la première marche de l'escalier qui est collective. Ensuite, donc, l'objectif, c'est de vous faire intégrer ce programme par vos candidatures. Alors, on vous a fait remplir des fiches profil lorsque vous vous êtes inscrit en vous posant des questions bien particulières pour pouvoir profiler un peu chacun d'entre vous, voir quel était votre degré de maturité et quels étaient vos projets pour mieux ensuite passer à l'étape d'après qui est de valider avec vous votre projet, sa viabilité et comment vous pouvez intégrer de manière viable et opérationnelle le programme. Donc pour ça, on vous propose, après avoir étudié vos candidatures, vos profils, on vous propose une première visio avec Marie, Julien et puis le chargé d'affaires BCI qui vous suit ici en Bretagne pour vraiment bien étudier votre profil, définir vos objectifs et bien choisir les différentes briques d'accompagnement que l'on peut vous proposer. Ça va être l'objet de la diapo d'après. Et puis ensuite, une fois qu'on aura défini avec vous donc ces objectifs et quel accompagnement est le plus adapté à votre projet et à votre maturité, il y a un suivi individuel évidemment et régulier qui est inclus dans le package que l'on vous propose. Tout est vraiment structuré pour vous accompagner de manière alors collective au départ par ce webinaire, mais ensuite de manière individuelle. L'objectif, c'est vraiment la qualification et l'accompagnement sur mesure, votre accompagnement sur mesure pour attaquer le marché US. Vous l'avez vu hein, au travers des différents témoignages, il y a beaucoup d'écueils à éviter. Il y a des choses indiscutablement à faire et à ne pas oublier. Donc, c'est pour ça que, selon nous, un accompagnement est indispensable pour votre succès sur le marché US. Alors ici, sur cette diapo, voilà, ce sont les 16 différentes briques d'accompagnement que l'on vous propose. Je vais te laisser, Julien, décrire les différents modules possibles. Bien sûr. Donc, en gros, là, l'objectif, c'était de se dire que le programme, c'est 3 sessions individuelles de travail ensemble. Il y a un petit peu de travail entre les lignes, mais avec un livrable. Donc, on a essayé de décomposer un maximum, nous, ce qu'on savait faire, pour que vous puissiez choisir une des briques. Après, si vous êtes intéressé par plusieurs briques, eh ben, on peut faire des choses sur mesure et puis on en parlera. Mais là, l'objectif de ce programme, c'est vraiment de se concentrer sur une brique. Alors, il y a 3 blocs qui correspondent à des niveaux de maturité sur votre projet américain. Le premier bloc, c'est vous êtes encore dans la phase de est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Et donc, il faut cumuler de la preuve et construire des éléments tangibles pour vous aider à décider. Donc, c'est vraiment des outils d'aide à la décision. Et donc, il y a analyse du marché, les tendances du marché, études de consommateurs, analyser vos concurrents, organiser des calls un peu shadow avec des concurrents pour essayer de savoir quelle est la proposition de valeur, les segments de marché auxquels ils s'adressent, leur positionnement, etc. Comme ça, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de trouver vraiment une petite niche par laquelle commencer. Votre positionnement prix, travailler ce modèle économique, regardez si d'un point de vue réglementaire, il y a des impacts sur votre business et les différences culturelles. Donc ça, c'est le premier bloc
qui est on y va, on n'y va pas, on se pose la question. Deuxième bloc, c'est vous avez pris la décision d'y aller, comme disait Anne tout à l'heure, elle est déjà à New York, donc quelque part, ils ont pris leur décision. Et le programme peut répondre quand même aux besoins parce qu'on peut vous aider à travailler le positionnement, donc c'est la proposition de valeur, on va vous donner quelques exemples tout à l'heure. Comment adapter le mix produit, les recommandations, les canaux de distribution, on en parlait avec David, quelle typologie de partenaire avec lequel il faut travailler. Globalement, le gros bloc marketing et vente, donc à quoi ressemble le playbook quand vous devez vendre votre produit aux États-Unis, et puis les partenaires. Une fois qu'on a dit ça, il y a des gens qui sont déjà installés et qui veulent juste optimiser. Et donc là, ça peut être optimiser le playbook commercial, donc la façon de vendre, structuration de l'équipe, l'optimisation juridique, donc on peut se faire accompagner par des gens pour avoir un diagnostic de voilà, vos conditions générales de vente, etc. Aspect financier, donc combien ça coûte de se développer aux États-Unis avec les coûts principaux et marketing et people et les investissements en tout genre à prévoir pour se développer. Donc ça, c'est on va dire 3 propositions qu'on vous fait, parmi lesquelles on vous demande de choisir un bloc. Et ce sera bien l'objectif de notre échange individuel pour comprendre votre besoin et savoir quel bloc est le plus pertinent pour vous. Et ça nous permettra de dire, OK, bon, bah, cette entreprise, cet entrepreneur, ils sont matures en tout cas pour un des blocs. C'est cohérent avec la trajectoire de l'entreprise. Et puis, on va continuer à avancer ensemble. Voilà un peu le détail du programme. Merci, Puisque, Julien. ouais, j'allais dire, peut-être Karen, on peut passer sur des exemples de livrables pour partager et ensuite, effectivement, tu peux montrer un peu le timing déjà. On va montrer le timing et puis oui, on va donner quelques exemples. Ça me paraît indispensable pour que tout soit bien clair dans les esprits. Alors, on a fait cette petite chrono-là parce que pour vous montrer les échéances qui nous contraignent un petit peu si vous voulez bénéficier du chèque relance export. J'aurais peut-être même dû mettre cette diapo-là avant parce que vous allez me dire ce programme c'est bien beau, ça a l'air bien complet, mais combien ça me coûte? Le package que l'on vous propose donc pour intégrer ce programme, le coût par entreprise est de 3 000 € hors taxe. Ces 3 000 € ne comptent pas les moins 50% que vous pouvez avoir en faisant une demande de chèque relance export. Demande de chèque relance export qui doit être impérativement faite avant le 15 décembre puisque cette aide proposée par l'État s'arrête. Donc tous les dossiers doivent être complets et déposés avant le 15 décembre. C'est pour ça qu'on est contraint par le temps. Ce forfait par entreprise vaut également si nous avons 10 entreprises minimum à participer au programme. Alors, on ne s'inquiète pas sur le nombre d'entreprises parmi vous qui réagiront et qui prendront conscience que cet accompagnement est vraiment un retour sur investissement indéniable. Le modèle de cet accompagnement a fait ses preuves avec une autre région, comme l'a dit Julien en début de webinaire. On a vraiment travaillé à une optimisation des ressources et des services que l'on vous propose pour que vous ayez réellement ce retour sur investissement, évidemment. Donc, si vous voulez bénéficier des moins 1 500 € là pour le coup qui s'offrent à vous, il faut absolument vous confirmer votre adhésion au programme et déposer vos dossiers de demande de CRE avant le 15 décembre. Donc, à partir d'aujourd'hui, jour du webinaire, donc on était parti du principe qu'à partir du moment où vous vous inscriviez au webinaire, vous déposiez votre candidature. On va vous demander là tout de suite après le webinaire de bien confirmer si vous prenez part ou non au programme, si vous souhaitez intégrer le programme. Encore une fois, on vous le recommande fortement. Dès qu'on aura reçu votre confirmation d'envie d'intégrer le programme, on va étudier avec vous en individuel vos profils, vos objectifs pour bien choisir avec vous les livrables d'accompagnement qui vous correspondent. Est-ce qu'il y a des questions ou peut-être Annie ou des membres de l'équipe BCI veulent rebondir sur ce que je viens de dire ou toi, Julien, Marie?
Non, pas par expérience en tout cas. C'est sûr que là, la fin d'année, elle est chargée pour tout le monde, mais ce qui est important pour vous, c'est d'avoir un petit support financier, on va dire, de l'État avec ce programme-là jusqu'au 15 décembre. On serait dommage de ne pas en profiter. Non, peut-être ce qu'on peut faire, c'est ça va peut-être générer des questions, mais c'est le contenu en lui-même. Ça ressemble à quoi en fait, les 16 blocs dont on a parlé? Bien Alors, je sûr. crois qu'il y a Annie qui a envie de poser une question avant que je reprenne la main. Non, mais je vais te laisser montrer les exemples parce qu'en fait, voilà, les exemples vont être parlants et enfin, nous, on a travaillé déjà avec vous et on voit la qualité de votre travail et c'est pour ça que on vous a missionné pour nous accompagner dans ce programme d'accompagnement parce qu'on est vraiment convaincus que voilà, ça va donner les bonnes briques de compréhension aux entreprises pour pouvoir aller plus loin dans leur développement et on est plus que convaincus. Donc voilà. Sympa. C'est sympa. Alors, donc de quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Table of content, vous l'avez? Oui. Ok, super. Alors, je vais essayer de faire vite pour réserver une petite session de questions-réponses à la fin. Mais alors, là, on est dans le premier bloc. Donc, on se pose la question de est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Donc, un des éléments vraiment à adresser, c'est la taille du marché. Et alors, Tu peux te mettre, excuse-moi Julien, tu peux te mettre en diaporama peut-être pour grossir un peu la diapo sur laquelle tu es? Alors, normalement, ça devait l'être. Moi, je vois tes slides, les autres slides sur la gauche. Je ne sais pas si c'est le Full screen. Tu mets un slideshow, ouais. Un slideshow. Bon, ça marche aussi. Ça marche là ou non? On voit toujours les autres diapos sur le côté gauche. Tac. Tu mets dans View, slideshow, le premier. Tac. Super. Oh, on n'arrête pas la technologie. Hein. Alors, c'est en train de loading, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est pour nous aussi. Le suspense est insoutenable. Bravo. Parfait. Magnifique. Alors, taille de marché. Je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de commencer le plus petit possible et ensuite de grossir. Donc, il y a deux façons de calculer la taille de marché pour vous et pour vous aider à décider. Donc, on est encore une fois dans les outils d'aide à la décision. Donc, soit il y a l'approche top-down, donc c'est grosso modo, on part du principe marché des lasers aux États-Unis, pour reprendre l'exemple de David, marché des lasers aux États-Unis. Et ensuite, nous, on va se projeter avec une part de marché dans le marché des lasers, une part de marché sur les lasers à destination médicale, et on va s'imaginer une part de marché de l'entreprise sur le marché des lasers médicaux. Donc ça, c'est l'approche top-down. L'approche bottom-up qu'on trouve très intéressante, c'est combien de potentiels clients acheteurs existent aux États-Unis dans notre verticale, dans notre segment, qu'on va multiplier par le prix de vente de notre solution. Et on va s'imaginer un pourcentage de part de marché. Et on essaie de croiser les deux méthodes pour arriver à une info qui est un petit peu consistante. Donc là, on vous donne un exemple en bas. Aux États-Unis, on parle de TAM, SAM, SOM. Peut-être que c'est les termes avec lesquels vous êtes familiers, mais le TAM, c'est le marché global, sans segmentation. Le SAM, c'est le marché de votre segment, donc en l'occurrence, c'est les lasers médicaux. Et le SOM, c'est le potentiel marché que vous pouvez adresser dans ce segment et avec un pourcentage raisonnable. Donc imaginez bien que si vous parlez de 50-60%, on n'est pas dans le raisonnable. Et donc, c'est un peu ces biais-là qu'on va essayer d'éviter. On parlait de segmentation tout à l'heure. Alors, c'est un terme sur lequel on est super attentif. C'est toujours de commencer par une niche la plus petite possible sur laquelle votre proposition de valeur va être unique. Et donc, il y a deux façons de travailler cette partie segmentation. La première, c'est essayer de comprendre les critères pour vous en tant qu'entrepreneur, les critères qui sont importants, que nous, on va noter, qui vont vous permettre de qualifier et disqualifier les segments de marché. Donc, vont ressortir les gens qui sont les plus intéressants pour vous. Ça, c'est en abscisse. Et en ordonnée, on appelle ça l'ability to compete, c'est aux yeux de ces segments-là, quels sont ceux qui sont les plus sensibles à votre offre et qui sont les plus intéressés. Donc, on croise ces données-là, donc attractiveness et ability to compete, et ça va vous donner un schéma. Donc là, j'y reviendrai après. Ça va vous donner un schéma
qui croise les deux, voilà. Ou en gros, tous les segments de marché qui seront en haut à droite de cette matrice, c'est les segments qui vont vous intéresser. Donc, c'est à la fois les gens qui sont intéressants pour vous et les gens qui considèrent que votre proposition de valeur est unique. Et donc, nous, l'objectif, c'est d'avoir des gens en haut à droite. Si vous n'avez personne en haut à droite, pour vous, aux États-Unis, c'est compliqué. Donc là, bonne nouvelle, il y en a. Donc nous, notre recommandation, c'était de commencer par les Big Pharma au début et ensuite aller de plus en plus vers des gens qui sont intéressés par le produit. Et donc, c'est ça l'objectif de cette segmentation, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision pour pouvoir commencer. Et une fois que vous avez ce segment-là, eh bien, il va falloir construire la proposition de valeur sur ce segment et la dédier à ce segment et adapter les marketing matériaux, donc vos collatéraux marketing, landing page, deck, use case, sur ce segment. Et c'est une fois qu'on aura construit ces marketing matériaux qu'on va pouvoir aller mettre le produit dans les mains des clients et puis tester et récupérer de la preuve, comme disait tout à l'heure Armel. Marie, je te laisse peut-être la parole sur cette prochaine slide. Oui, alors ça, c'est la version un peu B2C de ce que vient de dire Julien. Et donc, en fait, on voit beaucoup de sociétés, notamment dans la cosmétique ou l'agroalimentaire, qui nous disent « je vais aller aux États-Unis, trouvez-moi des distributeurs ». Et en fait, souvent, on leur dit « mais vous avez déjà testé votre produit auprès de consommateurs américains ?» Et ils disent « bah non, mais bon, on verra bien quand ils l'achèteront, on verra bien s'ils aiment ou pas ». Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il faut complètement penser le lancement d'une autre manière. Donc, la première des choses à faire quand on va aux États-Unis, c'est avec un produit B2C, c'est d'avoir des retours consommateurs sur votre produit. Une fois encore, il ne faut pas minimiser les différences culturelles. Donc, des choses qui plaisent en France ne vont pas forcément plaire aux États-Unis. Les packaging, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un supermarché aux États-Unis, ils sont complètement différents. Dans la cosmétique, ça n'a rien à voir. Donc, ça aussi, il faut le tester. Il faut le mettre entre les mains de consommateurs pour pouvoir vraiment l'adapter. Donc, c'est pour ça que nous, on a une offre de test consommateur avec une base de données de 10 000 personnes à qui on peut envoyer des landing pages, des produits. Ils testent les produits, ils nous font des retours. Et avec ça, ça vous permet et de valider si votre produit est adapté et de mettre en place les adaptations nécessaires et de récupérer des premières product reviews que vous pouvez mettre sur votre site internet si c'est un site de e-commerce ou sur Amazon pour pouvoir faire les premières ventes. Donc voilà, ça aussi, c'est… et ça vous permet aussi de segmenter davantage vos consommateurs. Ça, c'est l'analyse de la concurrence. Donc, ces deux graphiques, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir une approche soit très… on prend du recul et on essaye vraiment de comprendre dans la chaîne de valeur où vous vous situez pour pouvoir non seulement identifier les concurrents, mais aussi les partenaires potentiels, qui peut être une go-to-market très intéressante pour aller aux États-Unis. Et la deuxième, c'est qu'on essaye vraiment… celui à droite, fonctionnalité par fonctionnalité, en fonction de ce qu'attendent vos consommateurs. Essayez de vous positionner par rapport à vos concurrents pour comprendre ce qu'il faut que vous mettiez en avant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va organiser des calls shadow avec vos concurrents pour les faire pitcher, pour les faire parler, pour montrer leurs produits, etc. Et c'est à partir de ça qu'on va scorer en fait les différents critères pour savoir si vous êtes plutôt supérieur ou inférieur à vos concurrents. Donc, ça vous permet de construire votre proposition de valeur. Et comme on disait tout à l'heure, on ne va pas visiter le site web de votre concurrent pour vous faire une analyse de la concurrence, quoi. Parce que ça, tout le monde le fait et vous pouvez le faire depuis la France. On va vraiment se concentrer, aller soulever les capots et pour que vraiment vous ayez conscience du mix produit des gens que vous avez en face de vous. Peut-être, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne le terme call shadow, Julien. Ouais. Donc, call shadow, l'objectif, c'est nous, on se fait passer pour une entreprise qui est intéressée par leur service. Et donc, on manifeste un intérêt et on va partager un besoin qui est très, très proche des besoins auxquels votre solution répond. Et donc, on va les faire parler, on va enregistrer le call et puis on va vous donner ça comme information. Donc, c'est souvent hyper précieux et plein d'insights. Pardon pour le terme d'anglicisme. Il va falloir s'habituer. Hein. Marie, c'est toi aussi là-dessus. Si tu peux avancer, on est toujours sur la même… On n'est pas sur la proposition de valeur? Non. Voilà, ça y est. C'est cool. Ça y est, on y est. Alors, on n'y est plus. Il y a une petite latence, Julien.
Il est puissant, mon ordi, dis donc, ce matin. Moi, je suis figé sur US Expansion, exemple de livrable, Value Proposition. Non, Bon, on mais est sur attends, les ça va competitive revenir. analysis. Ouais. Et le jet lag. Peut-être faut que tu arrêtes de partager, tu repartages. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça y est, c'est bon. Après, je sais pas, on a dépassé l'heure. Tout le monde est encore là. On peut continuer ou Tout le monde ça... est encore là, oui, oui. Mais je pense que les informations et les exemples sont tellement intéressants que ce serait dommage de quitter le navire maintenant. Très bien. Donc là, c'est la proposition de valeur. Donc, c'est un peu le résultat de tout ce qu'on vous a présenté auparavant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait à quel segment de marché on s'adresse, qu'on comprend la problématique de ce segment de marché, qu'on connaît l'offre des concurrents, de ça, on arrive à définir ce qu'on appelle la unique value. Donc, vous voyez, c'est ce qui est à l'intersection entre le cercle bleu et le cercle jaune. Donc, vous voulez être là, vous voulez comprendre ce que propose votre solution qui répond à une problématique spécifique de votre segment de marché et sur lesquels vos concurrents ne sont pas. Et donc, c'est tout ce travail de la proposition de valeur. Si vous êtes dans le draw, ça ne va pas parce qu'en fait, vous répondez de la même manière que vos concurrents aux besoins de vos clients. Et donc, c'est là où il va falloir baisser les prix parce qu'on est sur une concurrence voilà, uniquement de prix. Donc, on fait ce travail-là. Et si vous arrivez, et d'ailleurs, on peut faire le travail là, à essayer de répondre à ce qu'il y a entre crochets de manière très synthétique, ça veut dire que vous avez une image claire de votre proposition de valeur. En général, on n'y arrive pas parce qu'il nous manque plein d'informations. Et donc, c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est ce dont parlait Julien. C'est une fois qu'on a cette proposition de valeur, on la décline en support marketing. Et on essaye d'avoir les bons supports marketing à chaque stade de votre consumer journey. Là encore, je fais des anglicismes, mais voilà le parcours de votre client entre le moment où il commence à connaître votre solution, donc via des papiers blancs, des blogs, des revues d'analystes, enfin, voilà, toutes les choses qui peuvent être en ligne, par exemple, ou dans les magasins, le packaging, etc. Tempting, c'est là où il commence à être intéressé, à se renseigner un peu plus. Donc, nous, on travaille beaucoup sur ce que j'ai mis en rouge, parce que souvent, c'est ce qui ne va pas dans ce qu'ont développé les sociétés françaises. Donc, le two-pager, c'est vraiment un recto-verso ultra synthétique qui présente votre offre et votre société. Et ce qui manque aussi très souvent, c'est les case studies. Donc, c'est-à-dire à raconter comment vous avez répondu à un besoin d'un client avec sa problématique de départ, comment vous avez pu l'aider, ce que vous avez généré chez lui, je ne sais pas, en termes de revenus, en termes de sécurité, enfin avec des... et ça doit être chiffré parce que les Américains, ils adorent les chiffres, ils adorent les données, c'est ça qu'il faut leur donner. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut travailler avec vous, ça peut faire l'objet d'une mission. Et ensuite, ce qui manque beaucoup, c'est au moment d'opportunité. Les Américains, ils aiment tester, donc c'est important. Bon, si vous avez si vous êtes plus dans le logiciel ou même voilà, dans l'agro, donc avoir des tests qu'ils peuvent utiliser et des modèles de retour sur investissement. Et ça aussi, souvent, les Français n'ont pas forcément ça très clair. Donc, pouvoir leur expliquer, si vous achetez ça, vous allez gagner ça. Voilà. Et après, une fois que vous avez signé, et là, on revient sur ce dont parlait Julien, qui est le support. Donc, avoir des plans de déploiement qui soient hyper clairs et structurés et des documents de onboarding, là aussi, qui permettent aux personnes donc de formation, de compréhension, comment utiliser votre produit. Et ça aussi, souvent, on pêche sur ces documents-là. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de livrables. C'est le two-pager dont je vous parlais. Vous voyez, c'est des choses avec plein de chiffres, quelques messages clés. Et souvent, nous, on envoie ça avec nos emails pour générer des rendez-vous, pour susciter l'intérêt et qu'ils souhaitent avoir une démo. Les case studies, c'est sur un document, c'est sur un support à part ou ça, tu conseilles de l'intégrer dans le two-pager? Là-dedans, vous avez souvent le condensé du case study, donc ça va être plus la citation du client, mais le case study, non, c'est un document à part.
soit sous forme de slide, soit sous forme de documents imprimés, soit une page sur le site internet, ça c'est pas très, mais sur lequel vous racontez une histoire. En fait, c'est votre proposition de valeur racontée à travers l'histoire d'un client. Et ce qui permet à vos prospects de mieux se projeter sur la manière dont ils pourraient travailler avec vous. Oui, bien sûr. Et la structure du case study aux États-Unis, donc ça fait partie des livrables qu'on fait. C'est toujours pareil, c'est le problème, le challenge, la méthodologie et les résultats. Et donc, il faut que le document retranscrive ça. Et là, on voit, c'était un SaaS pour des jardineries. À gauche, c'était ce qu'ils nous avait présenté comme case study au début. On essaie de mettre plein de choses. À la fois, c'est des termes très génériques et très peu, donc, effet boosté de CA. Et alors qu'à droite, on parle de vrais metrics, on parle de vrais KPIs que eux ont l'habitude de lire et du coup qui peut renforcer encore une fois leur considération, donc leur intérêt et leur confiance sur notre produit. Bon, j'ai appuyé sur la petite flèche du bas, donc je pense que ça devrait arriver d'ici un petit quart d'heure, à mon avis. Bon. Non, mais c'est bon, là, on a. Moi, je ne l'ai pas. Ah oui. Je ne sais même pas ce que c'est. Je vais y aller. Alors, Channel Strategy. Channel Strategy, donc là, ça peut être pour des sociétés dont la stratégie va être un partenariat OEM, enfin un partenariat avec une société qui propose des produits complémentaires à la sienne, parce que les clients sont très difficiles d'accès, vous n'avez pas une solution complète. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. On identifie tous les fabricants ou les éditeurs qui ont des solutions complémentaires. On les segmente et en fonction de ça, on vous propose des priorités pour pouvoir adresser ces partenaires et surtout un argumentaire bien précis sur pourquoi ils devraient faire ce partenariat avec vous. Donc là, c'est un exemple dans la sécurité informatique. Idem, là, trouver le bon canal de distribution. Donc là, c'était pour une plateforme Internet des objets avec définition de soit on peut passer par des distributeurs, soit on peut passer par des intégrateurs de systèmes ou des partenaires co-sell. Et donc, essayer d'analyser pour chacun pourquoi ils devraient travailler avec vous et quel argumentaire leur proposer. Donc ça, on parlait tout à l'heure du bloc pricing, ROI, etc. C'est des choses que nous, on peut vraiment travailler et sur lesquelles on peut vous aider. Où en gros, l'objectif, c'est de comprendre la willingness to pay du client. Donc la willingness to pay, c'est la capacité à plutôt payer la valeur que vous allez créer chez lui, plutôt que de payer votre produit avec ce que ça vous coûte, plus votre marge. Donc, on essaie vraiment de travailler des scénarios pour vous permettre de pousser le prix le plus haut possible, parce qu'on va challenger vraiment la valeur que vous créez chez vos clients. Et donc, nous, ça va être notre obsession, et je pense que ça peut aussi vous servir pour votre marché domestique. Mais voilà, en tout cas, des choses qu'on peut faire. Ça, c'était super intéressant, Marie. Ouais. Oui, ça c'est plutôt, là on rentre dans la partie comment faire cette prospection et s'assurer que vous ayez bien les bons outils logiciels. Donc ces outils logiciels, ils ont plusieurs objectifs. La première, c'est gagner du temps, être plus efficace, pas faire un email à la main à chaque fois. Enfin, voilà. Et le deuxième aussi, c'est avoir une meilleure collaboration entre les équipes, notamment si vous avez des équipes aux États-Unis, des équipes en France. Être bien sûr que vous savez tout ce qui se passe avec chaque prospect. Donc là, voilà, vous avez des exemples de logiciels que vous pouvez utiliser à chaque étape du parcours de votre client. Donc, vous avez les plateformes de marketing automation en amont pour gérer votre site web, vos campagnes d'emailing, vos blogs, etc. Qui vous permettent en fait d'avoir des métriques d'inbound qui vient sur consulte votre site internet, etc. et les taux de conversion. Après, si vous êtes plus sur du outbound, c'est-à-dire c'est vous qui faites de la prospection, là, il faut avoir des bases de données de prospects. LinkedIn Sales Navigator aussi, moi, c'est mon outil de tous les jours. Je ne sais pas comment vous pouvez vivre sans, puisque ça vous permet de faire des listes de prospects avec une fois que vous avez défini votre profil idéal de consommateur, vous pouvez créer des listes directement.
Ensuite, avoir un CRM, ça c'est vraiment le b.a.-ba, le minimum. Enfin, je ne sais pas comment on peut vivre sans. Donc un CRM, il y a des HubSpot, il y a une version gratuite, donc il ne faut pas s'en priver, quoi. Et ça vous permet d'avoir une base de données claire de toutes les personnes que vous avez pu contacter, créer des opportunités pour pouvoir suivre les projets et les contrats. Ensuite, l'e-signature, bon, ça c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais si vous avez énormément de contrats à signer, ça vous permet quand même de gagner beaucoup de temps. Et puis, bon, je crois que ça vient en France maintenant, mais aux États-Unis, c'est vraiment très, très étendu, quoi. Signer un contrat à la main, je ne sais pas si ça se fait encore. Donc, c'est pas mal d'avoir les outils qui vont bien. Et puis, dessous, vous avez d'autres outils qui sont plus pour qualifier les contacts. Donc, quand vous avez le nom d'une personne, essayez de trouver son email, etc., de manière un peu plus rapide. On peut travailler là-dessus avec vous aussi, si vous voulez me remettre à plat votre tech stack. On peut regarder avec vous, voir s'il y a des marges de projet d'amélioration. Donc, on est vraiment dans le bloc, le troisième bloc, hein, dont vous parlez tout à l'heure, qui est optimisé, en fait. Et dans le bloc optimisé, il y a aussi la partie organisation, l'équipe. À quoi doit ressembler l'équipe? Combien coûte ce genre de profil pour répondre aux objectifs que vous avez? Donc, est-ce que c'est lancer, se tester? Est-ce que c'est amplifier? Donc, c'est ça sur lequel on peut aussi vous aider beaucoup. Et donc, c'est partie des livrables. Voilà, on a essayé d'être assez exhaustif dans ce qu'on est capable de vous apporter avec ce programme. Et puis peut-être qu'on peut maintenant arrêter le partage d'écran et puis répondre à vos questions. Je me rends compte que par rapport à ce que disait Armelle et ce que disait David tout à l'heure, si vous avez des questions sur créer une filiale, avec French Tech Hub, on a géré 50 filiales. C'est des choses aussi qu'on connaît. Alors, on n'est pas avocat, on n'est pas fiscaliste. Donc, nous, ce qu'on peut vous donner, c'est plus des bonnes pratiques et des clés pour prendre les bonnes décisions en ayant bien en tête les données fiscales, juridiques, visa. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a fait, refait. Donc, on peut aussi vous aider sur ces éléments-là et vous introduire auprès de juristes fiscalistes qu'on connaît et dont on sait qu'ils travaillent bien. Et notamment pour les visas, c'est important parce qu'on a eu des histoires horribles. Donc, les gens à éviter aussi, quoi. Merci à tous les deux. Ces exemples étaient fort utiles. Je pense que ça matérialise bien tout ce qu'on peut apporter en termes d'accompagnement en fonction de l'avancée et de la maturité de chacun. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez que l'on revienne? A priori, non. On les a assommés. Non, je pense que c'était au contraire très, très clair et pragmatique et d'où le fait qu'il n'y ait pas de questions. Enfin, c'est comme ça que... Ok. Peut-être moi, du coup, Tu n'es pas participant, Nicolas. Tu ne peux pas je poser de questions. suis participant également. Non, je pense que ce qui est très important, c'est de matcher les attentes à ce que peut faire Big Bang Factory dans le budget, en fait. Parce que c'est pour ce budget-là, vous n'aurez pas une stratégie de go-to-market complète. Ça, mais je pense que c'est clair et les livrables l'indiquent. Donc le travail maintenant, ça va être pour les entreprises qui veulent valider leur souhait d'avancer sur ce programme-là, c'est de définir un périmètre qui colle vraiment à une des 16 briques que tu es en train de montrer, Karen, et que ce soit le plus précis possible. Et je pense que Marie et Julien pourront dire, OK, ça rentre dans ce qu'on peut faire, ou bien alors c'est trop ambitieux ou pas assez ambitieux. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Sachant que, bien sûr, alors là, on vous propose de choisir une brique pour le forfait que l'on vous propose, brique qu'on peut étudier et que l'on va étudier avec vous, évidemment, mais vous aurez sûrement besoin d'autres briques. Donc, rien n'est figé et tout est modulable en fonction de vous et de vos besoins. N'oubliez pas ça.
Et puis, pas de questions idiotes. Si vous avez des doutes, prenez rendez-vous. On va faire en sorte d'y répondre et puis de vous aider. On sait que c'est une démarche qui est importante. Là, l'agilité, on va dire, de ce programme et le calibre des briques, des 16 briques, fait que ça rend la chose assez accessible pour commencer à accumuler de la preuve. Et c'est ça qu'on trouve intéressant. C'est souvent super complémentaire d'un petit voyage immersif d'une semaine avec des gens qui font ça très bien, comme Business France, comme Braze America, dont on parlait tout à l'heure avec Carmel. C'est super utile de lier les deux. En tout cas, nous, on pense beaucoup bien de ces gens-là pour, on va dire, générer des sensations, des intuitions. Et après, notre job, c'est s'acclimater. Notre job, c'est de fournir de la preuve. Voilà. De toute façon, la prochaine étape là, donc, ça va être de revenir vers vous individuellement pour que vous nous confirmiez votre volonté et votre souhait d'intégrer le programme. Et on va individuellement faire du coaching, de l'accompagnement qualifié par rapport à vos objectifs et à vos projets. Donc la prochaine étape, c'est ça. Le chargé d'affaires BCI qui vous accompagne ici en Bretagne va revenir vers vous pour vous proposer une visio avec Julien et Marie, ou Julien ou Marie, et puis voir ensemble quelle est la meilleure suite à donner. Exactement. Moi, je vous dis un grand merci parce que c'était très clair. Et en fait, moi, vraiment, ce que j'adore dans ce qui est proposé, là, c'est le côté très terrain, très opérationnel, avec de la méthodo. Et vraiment, je vous conseille de foncer si vous avez un chèque Relance Export, c'est un tout petit ticket, mais ça vous permettra tellement de poser de façon correcte, avec méthodo et avec les bons conseils, une première brique. Je ne fais que recommander ce programme parce que moi, j'en suis vraiment fan, quoi. Je me dis même, il devrait y avoir beaucoup plus de monde encore. On devrait tous y aller là, parce que c'est en termes de rendu, on voit bien à travers les exemples que c'est du lourd, quoi. Voilà. Oui, puis le succès une autre vision. Le succès de Rising Sud démontre que le modèle marche. Bon, je pense que c'est l'heure. Excusez-moi. Oui, bien sûr, allez-y. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Qui parle? Je ne vois pas qui parle. C'est David, pardon. Oui, David, allez-y. Si on peut revenir juste sur le slide précédent, s'il vous plaît, sur les blocs. Voilà. Est-ce que dans les blocs, on peut uniquement prendre des sous-blocs et pas des blocs complets? Parce que c'est grosso modo, de discussion, David, je pense, individuelle. Nous, de 7 à 11, par exemple, le central, là, pour moi, je ne m'intéresse pas trop. Par contre, dans le premier, opportunité de marché, il y a des petites choses qui m'intéressent. Et bien évidemment, la mise en place opérationnelle m'intéresse beaucoup plus. Mais dans le premier bloc, il y a des sous-blocs, on va dire. Est-ce qu'on peut, un peu à la carte, comme ça, les taper En fait, c'est chaque sous-bloc qui a 3001. Ce n'est pas le bloc, juste pour... c'est chaque sous-bloc. Oui. D'accord. Chaque sous-bloc demande quand même. Alors après, oui, j'imagine. Ça fait l'objet d'une discussion où vous nous dites exactement ce dont vous avez besoin et on peut regarder précisément selon le temps que ça demande de notre côté, quoi. Oui, je comprends. Ok, ça marche. Bon, donc on verra ça pendant les entretiens. Lors des entretiens B2B que l'on vous propose tout de suite après, on va s'efforcer très rapidement alors pas dès demain puisque c'est férié ici chez nous, mais dès lundi, on va vous recontacter pour vous proposer ces visios en B2B. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et encore une fois, pour cette demande de chèque Relance Export, on est contraint par le temps. Donc, il faut désormais avancer vite pour voir clairement où vous avez besoin d'aller et comment on peut vous accompagner. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous propose de clôturer cet échange. Merci encore à toutes et à tous pour vos inscriptions à ce webinaire de cet après-midi. Donc, les chargés d'affaires vont revenir vers vous pour organiser ces fameuses vidéos. Quant à moi, je reste aussi à votre disposition si vous avez des questions. Je vous envoie le petit support et puis la vidéo dès qu'elle sera disponible. Je vous enverrai un mail pour vous communiquer tout ça. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Julien. Merci. Ravi de vous avoir rencontré. Bonne fin de journée à plus.
Bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez Merci, soin au de vous. revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, au revoir. Ciao.